Res publica. La Grèce, ses îles et sa péninsule sont les domaines des dieux par excellence. Elle partage avec l'Europe toutes les croyances liées à ces déités qui font encore de nos jours écho à travers le monde. Elle impose alors un mode de pensée qui élève la chose publique au rang universel de l'excellence. Mais aujourd'hui, les dieux de Phocée ont abandonné la terre des hommes justes et une force abyssale aspire son économie qui se voit littéralement engloutie par un gouffre financier sans précédent. Alertant de ce fait à la table des négociations, la communauté d'États issue du même cynocisme. Mais Bruxelles reste désormais sur sa faim à propos d'Athènes. S'il y a une chose qui prime avant toute autre à l'est d'Éden, c'est l'ensemble de la population helléniste et démocrate. Les avis divergent, mais les discours se croisent tout de même en dialogue soutenu, donnant lieu parfois à des discours de politique qui s'investissent à perte sur des notes d'ironie dignes de gamme modale. Tout cela en exécutant de ballets diplomatiques incessants avec le continent, en quête de l'opinion ballottée en tout sens des mortels. Alors Athènes demeure dans l'attente inespérée d'une réponse. Quelle panacée constitutionnelle lui ravira la confiance de ses cités. Et nous voici plongés dans l'espace-temps où, à une époque où l'histoire assène de ses tourments la péninsule et ses âmes, restées encore sensibles au bonheur. Et dans cette Grèce antique, un seul homme incarne cette fidélité du juste, prophète du bonheur, Socrate. Nous sommes en moins 470 avant l'ère chrétienne et une étoile traverse le firmament. Elle a rendez-vous avec sa République qui deviendra par la suite la République. À l'aube de l'an moins 430 avant l'ère messianique, le printemps grec annonce des signes de renouveau. Une ombre se dessine sur le long mur ornant la route qui mène au Pirée. C'est la haute stature de Socrate, le philosophe, en compagnie de Glaucon. Ils reviennent des hauts lieux de prière après avoir célébré et se dirigent vers Athènes. Ils sont interpellés par Polémarque qui les convie à un dialogue sur la nature de la justice, le destin du juste et la révolution cyclique de l'histoire. Un quorum provenant de différentes personnalités de la société grecque y est représenté. C'est le début de l'analyse du cœur de la justice d'Athènes qui bat au rythme de la démocratie directe. Une résultante de la philosophie des premières heures, avec ses oligarchies défiant un sophisme terrifiant, empreint de cynisme et de nihilisme. Mais le temps demeure improbable, la grande histoire est en marche et nul ne peut l'arrêter. Secondé alors de son plus fidèle disciple Platon, un Athénien né en moins 427, Socrate va survoler par son aura tous les oracles concernant le régime politique moribond de cette fin de 5e siècle. Et à la philosophie des anciens sages viendra s'initier celle de la métaphysique. Platon parle de son maître en ces termes. L'homme le plus juste de son époque qui fut condamné à cause de ses convictions philosophiques liées au projet de la République. À la fin, je compris qu'en ce qui concerne toutes les cités qui existent à l'heure actuelle, absolument toutes ont un mauvais régime politique, que le genre humain ne mette fin à ces maux avant que la race de ceux qui, dans la rectitude et la vérité, s'adonnent à la philosophie n'ait accédé à l'autorité politique ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne s'adonnent véritablement à la philosophie en vertu de quelque dispensation divine. Cette conviction de fond constitue l'horizon à la fois politique et métaphysique de toute lecture de la République, écrit dans le même élan Georges Leroux dans son introduction à la République. 2400 ans après Socrate, la ciguë laisse un goût amer à la Grèce qui vit aujourd'hui, à l'heure des républiques, faute d'avoir trop négligé la sienne, au profit d'un scepticisme récurrent qui n'affiche que de mauvais présages. Les linteaux des lourdes portes de la prison de l'Agora viennent de vibrer en se refermant, scellant définitivement le sort d'un homme résigné auquel le destin aura sans doute joué un vilain tour en le mettant aux arrêts.
Jugé pour impiété, Socrate sera condamné pour son emphase et son arrogance, mais du fond de sa cellule, il n'a aucun remords. Il s'est livré à ses geôliers et il accepte son sort. En ami de la sagesse, il a toujours œuvré pour le bonheur et pour que le cœur du juste ait une nourrice. Quoi de plus juste, cependant, que d'accepter une sentence telle que la peine capitale, en faisant un pied de nez à la vie, certes, mais aussi à tous ses accusateurs. Il sait que sur la place où on l'accuse, on clamera son innocence. Le prophète du bonheur, le défenseur du juste, avait pour seule arme des méthodes nihilistes, empreintes de sophisme et de germes de sycophante, qui faisaient écho d'ailleurs auprès des jeunes néophytes ou éphèbes dont il appréciait la jouvence. Et ses accointances étaient sans nul doute dans les normes culturelles et traditionnelles en vigueur à Athènes et dans sa région. Méléthéos accuse et toute la Stoa Basileos en acquiesce les vociférations concernant l'affaire Socrate. Et c'est à l'Archonte roi de fixer a priori la peine. Au final, le couperet tombe, ce sera l'absorption létale. Alors jusqu'à la lie, il ingurgita le breuvage fatal. Il s'est abreuvé de sa peine et ça lui a coûté la vie, ironise Méléthéos. Mais bien plus encore qu'un geste d'infortune sans ultime recours, l'événement surpasse le fait de s'octroyer la mort tout en méprisant la vie. Socrate riposte de concert par une mise en échec des régimes politiques et de leur démocratie, contraint à légiférer afin de conserver la vie, sa vie. Car pour les politiques qui sont pour le droit et la liberté de tuer, ils ne connaîtront pas de trêve dans les mots. La démocratie est définitivement condamnée à ne plus tuer. Alors le genre humain pourra déambuler sur la place des hommes libres, là où la justice a fait écho, au sein même des contrées les plus retirées, encore épris d'exécutifs, engourdis par le mensonge, endoloris par les tourments, peut-être même dans un au-delà intemporel, universel, comme le souligne le traducteur antillais Hector Pouillet, auteur de Quimbois ou Tienbois, et dans une adaptation en créole dans la dédicace de l'événement Socrate, prix 2014 du Sénat du livre d'histoire. Socrate te ka promlen ay assis la place l'Agora. On la place à Danville Athènes, où là en l'eau philosophe te amé dégouti Jean Maillot. C'est l'un des procès de l'Antiquité qui défraie le plus la chronique, en faisant de vieux penseurs la victime du peuple hélade désabusé. De mémoire de philosophe, justement, on n'avait jamais vu ça, que la démocratie puisse tuer, que le peuple soit complice à son insu, d'un roi, assassin, archonte ou consul, au magistrat de l'institution universelle. La démocratie s'instaure à Rome en moins 509, puis à Athènes par Clisthène en moins 507. La Grande Grèce prédomine alors sur les peuples et les magnats de la zone méditerranée. Ainsi, la Magna Graecia prospère désormais au fait de son apogée, au sein de toutes les cités, jusqu'à Rome, dans le fief des Étrusques. Lorsque à Athènes, la panacée constitutionnelle, celle qui permet au genre humain d'évoluer dans la cité, est sur le point de voir le jour au Pirée. Socrate meurt en moins 399, laissant au domaine de l'Académos un champ intellectuel athénien qui suscitera toutes les convoitises. Le roi de Sparte lui assène les premiers mots et le roi de Macédoine n'en fera qu'une bouchée de cette arrogante cité sur le déclin qui agonise, empoisonnée par son propre peuple. Pendant environ 2000 ans, Athènes subira les assauts de nombreux peuples. Elle sera ballottée par des tyrans et leur civilisation et elle succombera selon leur domination. En janvier 1822, l'indépendance surgit mais accuse le coup. En 1924, la Grèce devient une république, plus de 2300 ans après le jugement de Socrate, mais pas pour longtemps. En 1935, elle redevient une monarchie, et ce n'est qu'en 1974 que la République est finalement proclamée. En 1984, c'est le mouvement paléénique socialiste versus la nouvelle démocratie qui s'affrontent aux élections. Après le dépouillement du scrutin, ce sont les hellénistes qui l'emportent. La Grèce adhère à la communauté européenne, mais le mouvement paléénique s'essouffle et passe la main en 2004. La nouvelle démocratie emboîte le pas en occupant les premières chaires politiques.
La Grèce fructifie la zone euro, mais croule sous les dettes. Après ce saisissant parcours historique, la Grèce aura dilapidé tout son potentiel économique pour ressusciter. Il faut le reconnaître, elle est de retour. Son champ intellectuel subsiste sous l'endettement. Le peuple nourrit l'espoir et veut encore croire au bonheur. Quoi de plus conciliant? En ces débuts du 3e millénaire, le cœur d'Athènes vibre plus que jamais, et la face du monde pourrait bien en ressentir les effets si à l'heure de l'intelligence numérique, elle ne dévalait pas son scepticisme d'une autre époque, au lieu de réarmer son potentiel économique. Sa langue n'est pas encore morte et sa culture vit autant que celle des nombreux peuples, dont elle demeure l'exemple dans la quête de la quiétude et de la vérité. Alors elle se rassure avant de prendre les bonnes décisions concernant son avenir, en prenant de nouveaux rendez-vous aux urnes avec le peuple, celui même qui lui fit défaut jadis à cause de tous les abus subis au nom de la démocratie aux frais de la population. Alors Athènes et Socrate trouveront sûrement des réponses à leur intrigue. Le peuple m'a tué, va-t-il me relever? A-t-il pu saisir la poésie bienfaitrice des gardiens de la cité à temps? Scande Athènes à son vieux penseur roi, qui lui rétorque: douce, lui caressant le cœur, nourrice de la vieillesse. L'espérance l'accompagne, elle qui gouverne souverainement l'opinion ballottée en tous sens des mortels. La douce espérance du Pindare, la nourrice du vieillard, extrait d'un poème antique tiré du livre La République de Platon.